Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode auto-sabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Marion, qui est coach certifiée aussi et business friend. Marion, je vais te présenter rapidement pour celles qui ne te connaissent pas encore. T'es chef de projet et responsable communication et tu t'es reconvertie dans le coaching en 2021. Et aujourd'hui, tu animes un mastermind qui s'appelle les BBF. C'est un mastermind dédié aux entrepreneuses solo qui veulent plus de liberté dans leur vie entrepreneuriale. Ça dure 6 mois. Et ça permet d'avoir des copines business, de brainstormer, de se challenger, d'échanger, de pleurer et de rigoler. Je trouve ça hyper chouette comme projet parce que c'est tellement important de s'entourer quand on est entrepreneur, de s'entourer avec des personnes qui vivent la même chose que nous pour se sentir moins seul, se sentir plus soutenu. Ouais, j'adore ton projet. Tu as aussi un podcast qui s'appelle Les notes vocales de ta business friend où tu partages spontanément tes réflexions, tes prises de conscience, tes bonnes pratiques de solopreneur. Et j'aime beaucoup ce podcast parce qu'il est vraiment sans filtre. On a vraiment l'impression que c'est notre copine qui nous a laissé un vocal sur Insta. Je trouve ça hyper sympa comme format pour ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut en plus te répondre directement en note vocale en dessous de l'épisode. Tu as prévu un lien spécialement pour faire ça. Mais oui, c'est merveilleusement résumé par votre présentation. Avec plaisir. Aujourd'hui, avec Marion, on avait envie de vous parler d'un sujet qu'on a identifié comme étant problématique chez les entrepreneurs. En fait, Marion, elle a identifié 3 grands pièges dans l'entrepreneuriat qui sont importants d'anticiper si on veut porter son projet sur le long terme, si on veut un projet qui soit durable pour nous, pour notre santé mentale, et aussi d'avoir un projet prospère et rentable. Donc Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces grands pièges, de ces grandes lignes que tu as identifiées? Oui. Alors en fait, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans ma présentation, c'est que je suis aussi à mon compte depuis 7 ans. Donc en fait, je suis coach depuis 2 ans, mais je suis à mon compte depuis 7 ans et je pense que toutes les erreurs qu'on peut faire quand on se lance à son compte, pour la première fois, je les ai faites et c'est ce qui m'a inspiré en fait cette discussion avec toi parce que rétrospectivement, je me souviens quand je me suis lancée à mon compte, quand je me suis fait virer de mon dernier poste salarié en 2015, je me disais je m'en fous, je me lance à mon compte parce que comme ça, je vais pouvoir disposer librement de mon temps, je vais exercer chaque jour mon métier passion, je vais pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, choisir mes clients, j'aurai plus de temps pour ma famille, pour ma vie sociale, tu vois, je me voyais vraiment tout ça est vrai dans l'entrepreneuriat, mais ça vient avec l'autre côté de la Le facette. revers de la médaille, oui. Exactement. Que pour le coup, j'avais jamais entendu. On m'en avait jamais parlé. Et c'est pour ça qu'on avait envie de parler de ça toutes les deux aujourd'hui. Parce que comme je me suis lancée comme ça, la fleur au fusil en entrepreneuriat, sans préparation et tout, ce qui s'est passé dans mon premier projet entrepreneurial, c'est que j'ai fait que bosser. Et en fait, la to-do list était absolument interminable. J'avais l'impression de manquer de temps en permanence. Je passais mes journées à bosser sur les urgences, les imprévus, les sollicitations, avec la sensation, tu sais, tu finis ta journée, tu te dis, j'ai pas arrêté de la journée, mais j'ai rien fait aujourd'hui. C'est ça. Tu vois, J'ai aucun résultat concret que je pourrais montrer à quelqu'un de ma journée. Je connais. l'horreur, la Je sensation de, connais. c'est clair, on la connaît tous cette sensation. Éparpillé dans tous les sens, avancer sur rien. Et au final, jamais réussir à déconnecter ou quand je déconnectais, je culpabilisais. Donc, tu sais, en gros, je suis devenue la pire manager que j'avais jamais eue de ma vie, tu vois. Ouais, ça c'est tellement classique quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est passé par la case salariat. C'est parce qu'en fait, dans le salariat, on a une structure, on a un guide. Enfin voilà, il y a la structure de l'entreprise qui à la fois nous protège et nous guide. Et quand on sort du salariat pour l'entrepreneuriat, on n'a plus toute cette structure. Et donc, on devient, comme tu dis, notre propre patron. Et souvent, comme on est les plus durs avec nous-mêmes, on est, comme tu dis, le pire patron qu'on aurait pu avoir, c'est nous-mêmes. En fait. Donc vraiment, il y a un travail à faire là-dessus pour devenir un patron bienveillant et aussi être un exécutant efficace. Il y a les 2. Oui, exactement. Et je dirais même les 3, dans le sens où il y a le visionnaire, le patron, il y a
le manager ou le chef de service qui coordonne les ordres, les structures, les ordres vers l'opérationnel et les opérationnels, les techniciens, techniciennes. Et effectivement, on n'a pas forcément cette vision-là quand on démarre, parce qu'on démarre avec la passion, le feu, l'envie. Et du coup, ce que j'ai pu identifier, moi, et ça répond à ta question initiale, c'est que au final, il y a eu 3 croyances ou 3 grandes pensées qui sont, je crois, très répandues et qui finalement nous font tomber dans le piège quand on démarre son activité. C'est « j'aurai plus de temps quand je serai à temps plein sur mon projet ». Ça, je l'entends beaucoup dans la bouche des personnes qui sont encore dans un poste et qui qui ont un side business. Ouais. Exactement. Ouais, mais j'aurai plus de temps quand je serai à temps plein. La deuxième, c'est « je suis libre de faire ce que je veux quand je veux ». Plus de contraintes. Ça me fait rire, mais oui, vas-y, continue. Enfin, je rigole parce que je vois la tête de Camille qu'elle a. Et la troisième, c'est j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler. Donc du coup, je bosse tout le temps. C'est tellement vrai, ça résonne tellement avec ce que j'ai pu traverser moi aussi et ce que j'ai eu à réapprendre en fait pour pouvoir à la fois être efficace et à la fois pas bosser 14 heures par jour, quoi. Il y en a une, toi, Camille, qui te parle le plus ou qui t'a en tout cas le plus impacté en démarrage? Moi, c'est j'aurai plus de temps quand je serai à temps plein sur mon projet. Parce que celle-ci, moi, quand j'étais salariée, j'étais cadre et j'avais un job qui était ultra prenant. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour avoir du temps pour ma famille. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que tous les schémas de pensée qui me faisaient travailler beaucoup, travailler trop dans mon ancien job, je les ai emmenés avec moi dans l'entrepreneuriat, pardon. Et en fait, je bossais plus en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Et en plus, comme tu dis, même quand j'étais pas effectivement derrière mon ordinateur, j'étais toujours en train de penser à mon boulot, en train de culpabiliser si j'étais pas en train de bosser. Et mon cerveau, il faisait jamais pause, en fait. Donc, j'avais pas plus de temps. Clairement pas. Mais en fait, alors moi, enfin, vous pouvez vous poser la question, hein, c'est quand vous nous écoutez là, est-ce qu'il y a une pensée, une croyance qui vous impacte le plus? Moi, pour être tout à fait honnête, je dirais que c'était les 3. J'avais carton plein sur le premier projet en 2016. Et c'est vrai que quand on croit, donc on va prendre ta première croyance, c'est celle qui t'impacte, j'aurai plus de temps quand je serai à temps plein sur mon projet. Quand on croit ça, le risque, c'est en fait de remplir ses journées. Il y a plusieurs risques identifiés. Le premier, je dirais, remplir ses journées de tout sauf son projet. En fait, la nature ayant horreur du vide, les 24 heures libérées parce qu'on ne travaille plus, par exemple, on n'est plus dans son poste salarié, vont se remplir. Et c'est d'autant plus vrai que, par exemple, le conjoint continue à avoir son poste salarié et que nous, du coup, on développe notre projet à la maison. Du coup, c'est un petit peu implicite que la personne qui reste à la maison va prendre en charge un peu plus les tâches ménagères, la vie familiale et tout. Et ça, c'est un travail à temps plein. S'occuper de la maison, faire les courses, faire à manger, aller chercher les enfants, les emmener aux activités. Donc, en fait, le temps la vie va se charger de remplir nos journées. Et elles peuvent très vite se remplir de tout sauf au final notre projet. J'ai constaté qu'au début de mon aventure entrepreneuriale, je remplissais mes journées de plein de tâches qui me semblaient importantes, mais qui au final ne créaient pas de résultats. Par exemple, passer une semaine à faire des recherches ou à suivre une formation, un machin comme ça, pour me rassurer et pour éviter le passage à l'action vers l'action qui me faisait peur. Donc je consommais beaucoup, mais je créais peu. Merci de le dire parce qu'en fait, c'était exactement le deuxième risque que j'avais identifié, c'est s'éparpiller dans tout plein de tâches non essentielles. Et hier, justement, j'animais un atelier dans un espace de coworking auprès d'entrepreneurs solo en démarrage d'activité. Et en fait, c'était rigolo de constater que, livrés à eux-mêmes dans tout ce temps imparti, tout ce temps libre, en fait, ils évitaient soigneusement la seule priorité qu'on a quand on démarre, qui est, à mon sens, et je peux me tromper, c'est que mon point de vue, faire du chiffre d'affaires. C'est ça. Et en fait, c'est tellement difficile, surtout quand on est dans des métiers du service, parce qu'on a l'impression qu'on se vend, ça fait appel à tout un tas de peur, d'estime de soi, de peur du rejet et tout. Donc en fait, on va faire, par exemple, on va suivre une nouvelle formation, on se dit que finalement, par exemple, coach, ça suffit pas, je vais aussi devenir thérapeute de je sais pas quoi, on va faire des belles présentations Canva. Et c'est ça. Et hier, par exemple, c'était rigolo parce qu'il y avait cet entrepreneur qui me disait je perds mon temps à créer du contenu. En fait, je lui ai posé la question, mais d'où viennent tes clients? En fait, ses clients, 0% de ses clients venaient des réseaux sociaux.
Donc en fait, il passait son temps à s'éparpiller sur un truc qui lui ramenait pas de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un très gros risque quand on a beaucoup de temps devant soi. C'est le Oui, luxe de s'éparpiller. c'est ça, on a le luxe de s'éparpiller et puis aussi ce dont il faut se méfier, c'est que quand on est entrepreneur, on a à la fois beaucoup de temps, mais on a aussi une infinité de possibilités, de choses à faire, de stratégies à tester, etc. Donc il faut être très intentionnel dans l'utilisation qu'on a de notre temps et choisir en priorité des actions impactantes sur les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Donc quand on démarre, le chiffre d'affaires, clairement. Et ça me mène au dernier point. Enfin, il y en a d'autres, hein, je pense, mais celui dont j'avais envie de parler parce qu'il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que quand on quitte son travail, par exemple, pour se lancer à temps plein sur son projet, ce qui est extrêmement excitant, et je vais pas vous le cacher, on rêve tous de faire ça. Le risque, c'est que au début, ça prend du temps d'être autonome financièrement. Ça prend plus ou moins de temps, mais quand on demande à des praticiens autour de nous et tout, souvent, les personnes me disent, bon, ça prend 3 ans, hein, en moyenne, de se faire une clientèle, voilà, qui tourne, etc. Et en fait, petit à petit, la peur de manquer d'argent, l'insécurité financière vient ternir le plaisir et l'élan qu'on a quand ce feu, cette passion qu'on a quand on se lance dans son projet. Parce que petit à petit, elle a peur de, mes aides, c'est bientôt fini. Ah là là, je vis au crochet de mon conjoint, je suis pas bien avec ça. Il faut vite que je fasse rentrer des sous. Et en fait, on finit par l'émotion ressentie n'est plus très agréable, en fait. Alors que amorcer une transition en douceur, en négociant un mi-temps ou en prenant un emploi à côté qui nous prenne pas trop de charge mentale ou quoi, ça peut être finalement le double effet positif de garder une certaine sécurité le temps d'amorcer sa transition vers l'entrepreneuriat, tout en s'obligeant à être plus efficace et mieux gérer ses priorités parce qu'on a moins de temps. On dispose moins de temps. Oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et ce que tu as évoqué, ça m'évoque une idée que j'ai partagée et que je pense qui est importante à comprendre, que je partage beaucoup avec mes clientes, c'est que l'entrepreneuriat, un business, il n'est pas là pour nous divertir. Oui, il y a des tâches qui vont être divertissantes, il y a des tâches qui vont être en lien avec nos passions, avec ce qu'on aime faire, et tant mieux. Toute cette partie de création, c'est souvent quelque chose qu'on fait un peu entre soi et soi. Il n'y a pas, tant qu'on est dans la partie créative du business, il n'y a pas vraiment de risque d'échec. Donc voilà, ça reste un petit plaisir pour notre cerveau. Par contre, là où ça commence à se compliquer, c'est que quand on va commencer à s'exposer, quand on va commencer à faire des offres, quand on va commencer à se prendre des noms, et souvent, ce qui se passe, je crée un truc, je crée une offre, je la propose, je fais une offre, je fais une offre une fois, on me dit non, du coup, je vais créer autre chose. Et je reviens dans le plaisir de la création plutôt que d'aller me confronter à 100 non, s'il faut, pour ça, avant de me dire que oui, peut-être qu'il faut que je change mon offre. Ouais, et ça, c'est vraiment c'est très lié à la deuxième pensée, deuxième croyance qui nous influence très fort, c'est je suis libre de faire ce que je veux quand je veux. Parce que oui, la liberté, cette liberté-là est grisante, mais elle est aussi très risquée parce que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, on n'a jamais été libre de disposer de notre temps et de faire ce qu'on veut quand on veut. On a plus ou moins toujours été dans un cadre, que ce soit à la maison petit, à l'école, pendant nos études, puis ensuite, si on est passé par le salariat, il y avait toujours un cadre contenant dans lequel on avait plus ou moins de liberté. Donc déjà, c'est quelque chose qui s'apprend, à mon sens. Comment est-ce que je structure le temps? Comment je structure ma nouvelle liberté pour qu'elle me soit utile et pas que je m'éparpille un peu partout? C'est ça. Et en plus de ça, la notion de plaisir, on y est accro. Notre cerveau, il est accro au plaisir immédiat, à la fameuse dopamine. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est naturel. La tendance naturelle des humains, c'est d'aller là où c'est plaisant, où c'est simple, où il n'y a pas trop de risques. Et en fait, malheureusement, c'est pas là où on avance. Exactement. Et moi, je dis souvent à mes clientes de se méfier de la procrastination avec des idées. Ouais. C'est voilà, j'ai tout le temps 1 milliard d'idées. Je commence à tester une idée, je vais jamais jusqu'au bout parce que aller au bout de l'idée, dès que ça commence à devenir inconfortable, je change d'idée et je reviens sur le plaisir de la création avec une nouvelle idée. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font ça et qui au final se retrouvent, comme tu dis, à la fin des aides au chômage, elles ont testé 1000 idées, mais elles sont allées au bout d'aucune idée. Donc elles n'ont pas créé de résultats pour leur entreprise. Et ça, pour le coup, il y a ça laisse quelque chose de très, très... on pourrait dire que c'est pas si grave, entre guillemets, tant pis, je retourne au salariat. Parce que, comme tu as dit, ça n'engage que moi et moi. Ou c'était mon petit kiff, je me suis fait plaisir, j'ai testé, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça écorne notre estime de soi. Parce qu'en fait, ça laisse quand même un goût de
j'ai pas réussi, je suis pas allée au bout. Et ça, c'est quand même, enfin, moi, je trouve que c'est très important. Et même si ça n'impacte personne d'autre que nous, ça nous impacte sur la confiance qu'on se porte et oui, l'estime. Ouais, L'estime, oui, l'estime. oui, carrément. Et moi, ce que je dis tout le temps à mes clientes et ce que j'ai intégré chez moi, c'est que l'idée, c'est pas de réussir, mais l'idée, c'est de au moins se donner les moyens d'essayer. C'est-à-dire, moi, je refuse l'échec par anticipation. C'est-à-dire que je refuse d'échouer parce que j'ai pas essayé. J'essaye. Si ça marche pas, bah, ça marche pas, mais au moins j'ai essayé. Se prouver, en fait, il y a vraiment la notion de je me donne la preuve de ce dont je suis capable. C'est ça, et puis moi, une idée que j'aime beaucoup, c'est que quand je teste quelque chose, l'objectif, c'est pas d'atteindre l'objectif. L'objectif, c'est de devenir la personne qui a essayé et qui a développé les compétences qui lui permettront, peut-être pas cette fois, peut-être pas la fois d'après, mais un jour, d'atteindre l'objectif. Et c'est vrai que c'est, j'ai l'impression, tu vois, quand je t'écoute, je me mets à la place des personnes qui sont peut-être pas encore là, et je me dis, c'est quelque chose qui s'expérimente tellement, en fait. Tu sais, C'est ça. en l'entendre, t'es comme, ah ouais, ok, je comprends intellectuellement. Mais c'est vrai que expérimenter, et c'est là où c'est intéressant d'être entouré ou accompagné, Mhm. c'est qu'on se sent en sécurité pour expérimenter. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à expérimenter, on prend goût à ce que ça fait de tester, et on prend goût à ce que ça nous fait de grandir dans cette expérience, même si elle ne donne pas le résultat. En C'est ça. fait, petit à petit, on prend goût au sens littéral de entreprendre. En fait, on prend goût à entreprendre, prendre Ouais. des actions, à essayer et à apprendre à chaque fois à ajuster pour développer justement sa créativité, sa capacité d'adaptation. Puis sa capacité à gérer toutes les émotions inconfortables Ouais. qui sont le lot des entrepreneurs, hein. La peur, la honte, le rejet, la déception, la frustration, bah, ça fait partie du taf, en fait. C'est là au quotidien, et les grands pièges dont tu parlais, en fait, souvent les personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant que l'entrepreneuriat va résoudre tous leurs problèmes. Oui. J'entends par là leurs problèmes. Souvent, c'est des problèmes émotionnels, le stress, le sentiment qu'on n'est pas à sa place, etc. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi du 50-50 en termes d'émotions. On a des émotions extrêmement agréables, extrêmement plaisantes, mais on a aussi des choses très inconfortables et très désagréables, et il faut y être préparé. Et c'est assez plaisant justement de voir qu'on peut compter sur soi. En fait, ça y est, j'ai acquis la compétence de traverser ça et de de remonter à cheval, on va dire. C'est ça, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, et je pense que tu as complètement raison. Il y a toujours là, peut-être que quand vous nous écoutez, voilà, vous entendez les choses et vous les comprenez intellectuellement, ou peut-être qu'il y a de la résistance. Là, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à entendre ce qu'on dit, mais c'est pas grave, c'est OK, c'est chacune son cheminement, je vais arriver à le dire. Donc voilà, il y a la 1re chose, c'est voilà, l'idée, elle rentre dans ma tête, je la comprends, je l'apprivoise intellectuellement, et puis ensuite le concept, je le vis. Je le vis au niveau de mes émotions, je ressens les émotions dont on parle. Une fois que je les ai vécues, ben OK, j'ai vraiment compris le concept à la fois intellectuellement, à la fois émotionnellement, et donc ça devient ma réalité, et donc je peux faire avec. Et je peux continuer à avancer avec, voilà, tout l'inconfort que ça représente. Il y a même un niveau où on arrive, en tout cas moi je sais que je l'ai expérimenté, et je trouve ça, j'encourage vraiment mes clientes à aller vers ça, à avoir ce niveau de maturité émotionnelle où on recherche l'inconfort, où on sait que quand on est un petit peu stressé, quand on a peur, quand voilà, on va se lancer un défi de faire un truc qui limite nous donne un peu la gerbe, c'est qu'on est exactement au bon endroit pour grandir, pour évoluer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça c'est ça qui te fait grandir, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Mais il faut aussi développer une autre compétence, c'est celle d'être capable de se reposer. Et ça va peut-être rejoindre le troisième piège dont on a parlé, c'est que quand on fait des choses qui nous challenge, qui nous font sortir de notre zone de confort, on active notre système de stress, et il faut se donner l'opportunité de récupérer. Ouais. Sinon, c'est le burn-out assuré. C'est vrai que, alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'épisodes de podcasts qui parlent de tout ça, mais je suis vraiment contente que tu ouvres l'espace pour en parler, parce que, en fait, l'idée de Camille et moi, c'est vraiment pas de genre faire peur ou décourager ou quoi, mais plutôt de montrer à quel point ça fait partie du chemin. Et en fait, la vérité libère, dans le sens où, à partir du moment où on met de la conscience sur ces comportements qui sont quand même, on va pas généraliser, c'est peut-être pas tout le monde qui les adopte, mais qui sont quand même très fréquents, très répandus. En fait, on évite justement tous les risques dont on parle actuellement. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment, moi pour le coup, là, tout ce que je transmets, je l'ai fait, tu sais. Donc je parle par expérience. Aujourd'hui, on en rigole et tout. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la
ouais, de la transparence, d'authenticité et de la conscience sur tout ça pour pouvoir entreprendre le plus sereinement, le plus durablement possible. Et la notion de durable, Mmh. elle est super importante et merci de la soulever parce qu'effectivement, ça fait lien avec cette troisième et dernière croyance que, à titre personnel, j'ai identifiée qui est j'adore ce que je fais, donc je n'ai pas l'impression de travailler. Donc je travaille tout le temps. Exactement. Et donc ça, oui, on peut se brûler par passion. D'ailleurs, la passion, c'est aussi le feu. Mmh. Même si, même si c'est du plaisir et de la passion, en fait, à partir du moment où on entre en déséquilibre, à partir du moment où c'est tout le temps, on peut se brûler. Ça peut arriver. Surtout si, comme on disait, on la phrase «j'adore ce que je fais», c'est-à-dire que je reste dans la partie agréable de mon business Ouais, et donc potentiellement, oui, c'est agréable, mais non, j'ai pas beaucoup de résultats. Puisque je reste dans le plaisir et je sors pas dans la zone où je me confronte, bah, voilà, à tout l'inconfort de la vente, à tout l'inconfort du rejet, à tout l'inconfort, bah, de toutes les compétences que j'ai pas encore et qu'il va falloir que j'apprenne. ouais, c'est vrai, c'est très vrai. J'avais pas vu comme ça aussi cette croyance. Et c'est un autre risque, oui, de raisonner comme ça par adorer, parce qu'on fait pas que des trucs. Si vous avez été salarié, vous avez l'organigramme de l'entreprise en tête. En fait, cet organigramme, c'est nous qui le portons tout seuls. Et en fait, c'est ce qui fait qu'un système entreprise fonctionne. Donc en Mmh. fait, on ne peut pas dire d'un mois, en fait, je vais décider de faire que, par exemple, dans mon cas, mon métier c'était la com, ben, je peux pas faire que la com. Je suis obligée d'assurer aussi le poste commercial, le poste juridique, le poste comptabilité, même si, si je pouvais, je le ferais pas. Bah, la compta, si on la fait pas, à un moment donné, on se fait rattraper quand même. Exactement, mais je veux dire, il y a des gens qui adorent ça et par contre qui détestent la com, qui feraient tout pour Mmh. pas aller sur Insta ou, enfin, bon bref. En fait, le système entreprise fonctionne. C'est pas pour rien que toutes les boîtes ont un organigramme plus ou moins similaire. C'est qu'on a besoin de tout ça pour le faire fonctionner. Ça peut pas être que, bah moi je choisis que ce que j'adore. Mmh. Ouais, ou alors on peut revenir au salariat ou voilà et pouvoir se concentrer uniquement sur son cœur de métier, ce qui est une option tout à fait valable. Ah oui, oui, Et complètement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une merveilleuse aventure personnelle, ouais, mais il y a pas que ça dans la vie et si on fait le choix enfin, si on teste l'entrepreneuriat et qu'on se rend compte que ça nous convient pas, bah, c'est OK en fait, c'est pas grave et c'est pas un problème. non, vraiment pas. C'est pas un échec, c'est même tu as vécu un truc, tu as appris plein de choses et tu peux même revenir. En tout cas, tu peux faire un choix de carrière encore plus ancré, encore plus aligné, parce que tu es allé voir d'autres choses et que tu te dis ah bah non en fait, je reviens là où j'étais parce qu'en fait j'étais bien. Et puis oui, voilà, normaliser aussi le fait que, comme tu disais, la création d'une entreprise durable, ça prend du temps. Ouais, Voilà ça prend et du ça temps. c'est les 2 ans de chômage, très souvent, ça suffit pas. Ouais. Alors oui, on voit sur Instagram des success stories où des gens en 6 mois, ils ont gagné 3 millions. Tant mieux pour eux, mais on sait pas ce qu'ils ont vécu les années avant, les 6 mois qui leur ont permis de gagner les 3 millions. Peut-être qu'ils ont vécu, 9 ans de traversée du désert, mais ça, ils en parlent pas. Ouais, ou alors ils sont peut-être pas maman. C'est ça, ils ont Ils ont d'autres, peut-être voilà, pas d'autres des humains exactement, s'occuper. d'autres contextes et voilà, je pense vraiment il faut aussi se laisser le temps de faire les choses, se laisser le temps de processer tout ce qu'on a besoin de processer, d'acquérir les compétences qu'on a besoin d'acquérir et oui, si, bah, on a besoin de prendre un job à côté, le temps voilà, de processer tout ça, c'est OK, en fait, c'est pas un échec. Enfin, Ouais. je veux dire, Et on est en c'est stratégique en fait. Ça peut être une stratégie. Ça peut c'est être une ça, décision de chef exactement. d'entreprise en fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire, tu vas mieux résumer que ce que j'aurais dû le dire. C'est-à-dire que voilà, que quand on est chef d'entreprise, on prend des décisions pour la pérennité de notre entreprise et si la décision, c'est d'aller chercher des financements là où on peut les trouver, ben, c'est la bonne décision. Exact. Et quand on se dit j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, je bosse tout le temps. Un autre risque, alors ça m'est arrivé aussi, hein, je peux tous les cocher, c'est délaisser les autres pans de sa vie. Et ça, alors moi je me souviens, j'avais acheté un psychologie magazine hors série, tu vois, où il y avait un espèce de test de développement personnel et à un moment ils disent quelles sont vos passions? Et je n'avais rien à répondre. Je ne Mmh. faisais plus rien d'autre que bosser sur ma boîte qui, à l'époque, ne me rémunérait pas en plus. Ça m'a fait bizarre. J'ai été confrontée à cette case vide. J'étais là, oh, mais avant, je voyageais, je dansais, j'allais Mmh. voir des copines, tout. Je ne faisais plus rien, en fait. Et il y a alors bon, déjà, c'est dommage parce que je pense que on se nourrit, en fait, toutes les pans de notre vie se nourrissent les uns les autres. Enfin, on est coach de vie, donc je pense Mmh. on peut en parler assez bien. En fait, je prends toujours l'image de la terre qu'on exploite
de manière intensive pour un seul rendement, en fait, au bout d'un moment, la terre s'appauvrit, donc on doit l'enrichir chimiquement, on doit la traiter avec des pesticides parce qu'elle tombe malade et tout. En fait, ça peut donner des trucs, ça peut rendre, ça peut produire, mais ça tient pas tout seul, quoi. Il faut mettre des trucs pour que ça, parce qu'en fait, ça manque de richesse, ça manque de diversité, ça manque de pause aussi. Mmh. Et l'autre risque que je vois quand on délaisse les autres pans de sa vie, c'est que du coup, on devient son entreprise. Mmh. On devient son travail. Et en fait, ça, ce n'est pas possible parce que, par définition, l'entreprise vit des hauts et des bas. Il y a et parfois, c'est pas de notre ressort. Parfois, c'est la conjoncture économique ou sociale ou peu importe. Il y a des fois où l'entreprise se casse la gueule et c'est comme ça pour tout le monde. Et en fait, si on n'a pas d'autres Mmh. sources d'ancrage, en fait, on se casse la gueule à chaque fois que l'entreprise se casse la gueule. Pardon, je dis des gros mots sur ton C'est pas grave, il y a pas de souci, j'en dis aussi, t'inquiète. OK. Je viens de m'entendre, j'ai dit: «Mince, il y a pas mon fils dans les parages». Et ça, c'est super risqué. Ouais. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et puis moi, quelque chose que j'ai constaté chez moi aussi et à un moment je me suis dit: «Oh réveille-toi parce que là ça va pas du tout», c'est que, j'avais quitté le salariat pour avoir du temps pour mes enfants. C'était mon objectif numéro un. Et en fait, je me suis retrouvée, dans l'entrepreneuriat, à être encore plus stressée, encore plus débordée et avoir encore moins de temps pour mes enfants et à la limite leur en vouloir du temps qu'elles me prenaient. Ouais, À être ultra frustrée, à me comparer avec des entrepreneurs qui avaient pas d'enfants et à me dire: «Ouais, mais moi si j'avais pas d'enfants, j'aurais déjà fait ci, j'aurais déjà fait ça» et à un moment donné, je me suis dit: «Non mais attends, stop, ton entreprise, c'est pas ta vie en fait. Sur ta pierre ouais. tombale, il y aura pas marqué: "Elle a créé une entreprise qui a fait tant de chiffre d'affaires"». On s'en Non, fout. c'est clair, c'est clair. C'est voilà, c'est un challenge que tu te lances, tu as envie de progresser, tu as envie de t'accompagner le plus loin possible dans ce projet-là, mais ta vie ne peut pas se résumer à ton entreprise. Non. Et ça, c'est vraiment, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est mon pourquoi. C'est vraiment, enfin, et pour le coup, ça me met en colère quand mon pourquoi, c'est que je veux que les gens soient fiers de leur vie. Mmh. Et ce que je fais avec ma posture de coach, avec la pratique du coaching, c'est que j'aide les personnes à remettre le travail à sa place de moyen pour vivre une vie épanouissante, pour faire des choses dont on est fier, mais c'est un moyen Mmh. au service d'une vie vécue pleinement, en fait. C'est Et ça. on peut pas vivre pleinement. Enfin, il y a beaucoup de choses à expérimenter dans la vie aussi, en dehors de l'épanouissement professionnel qui est très important. Il y a pas que ça, quoi. C'est ça et puis souvent c'est moi je me rends compte maintenant que je fais un peu ce travail-là, que souvent c'est dans les vrais moments de pause que j'ai mes meilleures idées. Oui, Parce aussi. que en fait, mon cerveau a la place pour réfléchir et quand je suis constamment en train de consommer ou de créer ou voilà, constamment en train de réfléchir intensivement à mon travail, j'ai plus cet espace de créativité, en fait. Et là, cet espace de créativité, il devient des moments de pause, de vraies pauses. De pause et de plaisir aussi, parce que vraiment entrer en lien avec, ses amis, ses proches, ses enfants, faire une activité qu'on aime qui n'a rien à voir. En fait, on peut créer du lien avec, l'entreprise dans plein d'autres pans de sa vie. Quand Mmh. on est en train de faire son sport préféré, quand on est en train de marcher. Enfin, tu vois, le mot pause, je sais qu'il y a des personnes, des entrepreneurs un peu hyperactifs qui disent: «Ah mais non, mais moi les pauses, je déteste ça, j'en fais pas. J'ai besoin de remplir ma vie». Mais tu peux remplir ta vie si tu veux, mais d'autres choses. Va, Mmh. va lire des livres ou écouter des podcasts qui traitent d'autres choses que le business. C'est Va ça. te nourrir, en fait. Enrichis ta terre, enrichis ton terreau, parce que c'est dans une terre riche que ça pousse le mieux. C'est ça et puis, moi, ce que j'ai remarqué aussi, alors c'est pas chez tout le monde, mais souvent, tu sais, ce que tu viens de dire, les personnes qui sont hyperactives et qui veulent pas faire pause et cetera, c'est en fait, c'est des personnes qui n'ont pas appris à être avec elles-mêmes, qui n'ont pas de relation avec elles-mêmes. Donc, c'est un peu comme si on est en rendez-vous amoureux et qu'en fait, quand, voilà, on a horreur des blancs, il faut meubler les blancs. Quand on n'est pas à Mmh. l'aise avec la personne, il faut meubler les blancs. Et en fait, quand on n'est pas à l'aise avec soi-même, c'est ça, il faut meubler les blancs parce qu'on supporte pas d'être seul avec soi. De toute façon, il y a pas mal de comportements qu'on adopte qui viennent d'une peur. Tout à l'heure, on disait la peur d'être rejeté. Quand on fait de la vente, par exemple, la peur d'être jugé. Là, c'est la peur du vide. La peur du vide, c'est une peur ultra répandue aussi. Donc, en fait, c'est pas un problème en soi jusqu'au jour où ça devient un C'est problème. ça. C'est-à-dire que on peut très bien vivre comme ça pendant des décennies et un jour décider que là, ça va plus, c'est un problème et j'ai remarqué que ça me desservait en fait pour Mmh. telle et telle raison. Donc je décide
de m'en occuper. Oui, Donc c'est ça. c'est pas mal en soi, c'est juste que si à un moment donné ça pose problème, c'est bien de le regarder. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le miroir, ça vient te renvoyer en fait tous les trucs qui, jusqu'à présent, tu sais, c'est un peu comme devenir parent, quoi. Il y a des trucs où c'est passé, en fait, tu as pu éviter. Ça n'a jamais été un problème. Et puis dans ce genre d'expérience-là, à un moment donné, ben, tu es obligé de le regarder et de t'en occuper un petit peu pour pouvoir passer au palier suivant, quoi. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus, justement, entre les parallèles, entre la parentalité, enfin la Ouais. maternité dans mon cas, et l'entrepreneuriat, et la conclusion que j'en avais conclue, ça se répète un peu. J'en avais La tiré. conclusion que j'en avais tirée, merci. C'était que, en fait, ces 2 aventures de vie qui sont des accélérateurs de croissance personnelle, parce que justement, on peut plus faire avec nos angles morts. Exact, je me souviens de cet épisode. Ouais, voilà, on est obligé d'aller, regarder un peu ce qui se passe sous le tapis, les monstres cachés sous le lit là, d'aller les regarder et d'aller Mmh. voilà, d'aller nettoyer un petit peu de voilà, tout ce qui nous encombre et tout ce qui nous pose problème et tous les trucs qu'on n'a pas réglés. Bah, voilà, si on fait pas ce travail-là, il y a un moment donné où ça va devenir problématique, soit dans nos relations avec nos enfants, soit dans notre relation avec nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. J'ai fait le tour de ce que j'avais identifié. C'est déjà Cool. pas mal, je pense. Tu as eu de petits warnings. Donc si on résume, Ouais, les 3 pièges, les 3 grandes pensées qui ont l'air cool sur le papier, mais qui en fait peuvent se retourner contre nous quand on veut, créer une entreprise durable, ouais. pérenne, à la fois pour nous, à la fois pour nos clients et pour notre santé mentale. C'est, j'aurai plus de temps quand je serai à temps plein sur mon projet, je peux faire ce que je veux quand je veux, j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, donc je travaille tout le temps. Ouais. Bien résumé? Oui. Donc Marion, avec ça, est-ce que tu peux essayer de nous donner des petites pistes, des solutions avec lesquelles les auditrices, les auditeurs peuvent repartir après avoir écouté cet épisode? Oui, je dirais qu'il y a quelques points, généraux. Donc après, bien sûr, il y a enfin, et c'est du cas par cas et ça peut ne pas convenir à tout le monde ou quoi, mais ce que je pourrais transmettre comme piste, ce serait, de poser ses limites. Donc avec soi-même déjà, il y a des limites très simples qu'on peut se poser comme par exemple, je ne travaille pas après telle heure ou, je je fais des pauses pour manger. Ça peut être ce genre de limites et aussi des limites qu'on communique à ses proches. Par exemple, Mmh. je suis à la maison, et effectivement, peut-être que je ne génère pas encore d'argent ou pas assez, mais je travaille. De telle heure à telle heure, ce sont des moments considérez que je suis au bureau. Je fais pas de lessive, je fais pas les courses, je réponds pas au téléphone, je viens pas vous chercher à la gare. Mmh. Voilà, je suis pas là, en fait. Je connais, oui, oui, oui. Et ça, ça paraît une piste comme ça quand je le dis, c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que poser des limites à soi, aux autres, ça demande d'être super au clair, d'être OK avec, peut-être la peur de décevoir, la culpabilité. Apprendre à dire non. Ouais, Voilà, apprendre à dire non et ça, c'est vraiment un travail sur sa posture d'entrepreneur. C'est-à-dire que pour devenir une entrepreneur qui atteint le niveau de chiffre d'affaires qu'on a envie d'atteindre, il faut se positionner comme si on avait déjà atteint ce chiffre d'affaires. Et donc, si j'avais déjà atteindre, je sais pas moi, imaginons que je veux gagner 50 000 € par an. C'est un exemple, c'est pas absolument pas un chiffre, mmh, voilà, qui veut dire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Et imaginons que ce soit mon objectif et qu'aujourd'hui je gagne 0. Donc je vais me dire: «Bon, bah oui, il y a un tel qui veut passer boire le café, bah oui, viens. Ah bah oui, il y a ouais, la voisine qui veut que j'aille récupérer sa fille à l'école, OK, je vais le faire». Sauf que si je gagnais déjà 50 000 € par an, j'aurais peut-être pas le temps de faire ça et donc je dirais non. Donc mmh. si aujourd'hui je veux atteindre cet objectif, il faut que j'apprenne à dire non. Et ah mais ça c'est vrai parce que enfin là, j'en parlais hier avec une de mes coachées. En fait, ça fait 2 ans qu'elle veut lancer son side project et en fait, ça fait 2 ans que sa vie se remplit. Mmh. Et donc, ça fait 2 ans qu'elle regarde à la fin de l'année, qu'elle dit: «Bah, en fait, je suis au même endroit. Je suis toujours porteuse de projet, je ne me suis toujours pas lancée. Parce que je dis oui, parce que je suis là, parce que voilà». Donc en Mmh. fait, effectivement et ça vient justement avec ma deuxième piste, c'est qu'en fait, il faut avoir les priorités ne devraient pas être au pluriel. En fait, à l'origine, Mmh. c'est singulier. On a une priorité. Là, par exemple, dans ton exemple, 50 000 € par an. Ça va être, par exemple, la seule priorité
Et derrière va découler un certain nombre de tâches et de décisions qu'on prend qui vont nous permettre d'atteindre ça. La seule priorité, une seule. Donc je dirais, c'est mon mantra, en faire moins mais mieux. C'est si je devais réaliser une seule chose dans le temps que je me donne, ce serait quoi? Et pour l'atteindre, qu'est-ce que je mets en place? Et en fait, être très lucide sur sa réalité. Donc si je parle de moi, je suis maman. 4 jours par semaine, j'ai mon petit garçon et je m'en occupe toute seule parce que je suis séparée avec le papa. Donc j'ai une réalité d'emploi du temps qui fait que je deal avec ça en fait. Je n'ai pas 7 jours par semaine. Parce que quand il y a des vacances scolaires, quand il y a des ponts, en fait, je ne peux pas travailler. Donc ça, c'est grisé. Ça n'existe pas. Et je suis obligée d'en faire moins mais mieux. Je suis obligée de prioriser. Et il y a une autre piste. Celle-là, j'y travaille encore. Cultiver la patience. Ah, ça. Gros sujet. De l'écrire partout s'il le faut. Ça prend du temps. Et je reprends la métaphore de la culture, de l'agriculture. Ça prend du temps. Ça ne donne pas de fruits au moment où on a acheté les graines chez Botanique. C'est ça. C'est ça. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Moi, je le vois dans plein de choses. Maintenant, moi, ça va faire 4 ans que j'ai lancé ma première entreprise. Ça fait 2 ans que je suis lancée dans le coaching. Et oui, les choses prennent du temps. Mais il faut vraiment se dire à chaque fois qu'on fait quelque chose, on plante une petite graine. Et c'est presque pas de notre responsabilité de savoir quand cette graine va germer. Mais elle va germer. Y mettre de l'attention, être régulier. C'est ça. Ouais. Et je crois que c'est Tony Robbins qui a dit un truc du type le changement, ça se passe en une fraction de seconde, mais la préparation au changement, elle peut prendre des années. Ouais, ce qu'on voit du changement. C'est ça. Ouais. C'est comme quand on fait un puzzle, le puzzle il est terminé quand on met la dernière pièce. Mais ça nous a peut-être pris des semaines avant d'arriver à avoir d'avoir toutes les pièces en place et de pouvoir mettre la dernière pièce. Et ça, pour le coup, ça aide énormément d'avoir au moins une personne qui est notre business friend, hein, comme on dit, qui nous aide en fait à prendre du recul et à sortir en fait le nez du guidon dans les moments où on se dit mais j'ai pas de résultat, ou ça va pas assez vite, ou qu'est-ce qui cloche et tout. Et la personne, elle nous suit et elle nous dit mais regarde tout ce que tu as déjà fait. Regarde le chemin parcouru. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire tout seul. Moi, je suis coach et pourtant, je suis formée à ça. Et quand c'est moi qui suis dedans, j'y arrive pas. Clair. Et c'est mes copines des masterminds qui me disent, mais Marion, tu sais, il y a 2 mois, tu étais là. Oh, putain, c'est vrai qu'en 2 mois, j'en ai fait des trucs. Moi, une pensée que j'ai identifiée et qui me paraissait très vraie et qui me bloquait beaucoup, c'était ça ne marche pas. Celle-là, on peut la décortiquer. Déjà, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi ça? Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Sois précis, sois spécifique. Et puis, ça ne marche pas, c'est une pensée qui est déjà une formulation très passive et donc qui est complètement déresponsabilisante. Ça ne marche pas, donc je peux rien y faire, en gros. Donc moi, celle-là, elle me revient souvent dans ma tête parce je l'ai beaucoup pensée, donc elle est très présente, très puissante. Mais à chaque fois, je la décortique en disant attends, c'est quoi ça? Oui. Et il y a une question qui peut nous aider aussi beaucoup, c'est à quel moment je considère que ça marche? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi ça marche? Ça veut dire quoi ça ne marche pas? Sois spécifique, sois précise. Et c'est parce tant que tu es dans le flou comme ça, tu peux pas trouver de solution. Non. Parce qu'effectivement, on peut vite s'attacher aux résultats financiers qui, pour le coup, on le répète s'il le faut, ça peut prendre plusieurs années. Effectivement, en attendant, est-ce qu'on est tout le temps en train de se dire ça marche pas? Est-ce qu'on est tout le temps en train de regarder la somme sur le compte en banque en disant en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Oui. Est-ce qu'on reste bloqué sur ça, ou est-ce qu'on se jalonne le chemin en se disant ok, là, à chaque jalon, je sens que j'avance, indépendamment de cette espèce de résultat financier qui parfois peut être très frustrant. C'est ça. Moi, il y a un parallèle que j'aime beaucoup, c'est de faire le parallèle avec les enfants qui sont en train d'apprendre quelque chose. Un enfant qui apprend à marcher ou qui apprend à faire du vélo, au début, il n'y a pas de pas. Il n'y a pas de mouvement de pédale, il avance pas, quoi. Il fait du surplace, il tombe. Au départ, il se passe pas grand-chose. Ça ne marche pas pendant un certain temps. Mais en fait, à chaque fois qu'un enfant il se met debout, tombe, se relève, réessaye, etc., il se muscle, il se renforce et il développe des compétences qui lui permettront un beau jour de faire son premier pas. Oui, ah là là, quelle belle image. Exactement ça.
Cassez-vous la gueule, les filles. Il n'y a que comme ça que vous allez apprendre à marcher, en fait. Et il y a un petit peu de, voilà, quelque chose que je sais, il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses qui n'aiment pas entendre ça, mais une autre piste, c'est de développer l'autodiscipline. Et donc, il y a un autre point que les entrepreneurs et entrepreneuses n'aiment pas trop entendre, parce que souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat en se disant « Ah, moi, je vais être libre, je veux plus de contraintes et tout ». C'est l'autodiscipline. Justement, se discipliner sur les tâches qu'on va faire qui vont nous apporter le plus d'impact. Se discipliner sur les limites qu'on se met. J'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps où, je ne sais plus qui dit, à un moment, il dit « Ce qui me fait me sentir bien sur le moment n'est pas forcément ce qui va m'apporter le plus de bénéfices. » Et il parlait en l'occurrence de la nourriture, mais ça applicable aussi en business. Si tu ne fais que suivre ton plaisir, si tu ne fais que suivre la non-contrainte, il est très probable que tu n'ailles nulle part. Exactement. C'est aussi un des gros sujets sur lequel je travaille. J'ai beaucoup travaillé parce que ça a été très dur pour moi de comprendre l'importance d'éliminer le plaisir immédiat, en tout cas de le réduire au maximum, et de privilégier le plaisir différé, la gratification différée. Par exemple, au moment d'enregistrer un podcast, bon, pas quand c'est une interview, parce que là, il y a un rendez-vous qui est pris, donc c'est dans l'agenda, c'est bouclé, mais quand j'enregistre un podcast toute seule, j'ai pas envie. Il y a un milliard de choses qui, sur le moment, me paraissent beaucoup plus attrayantes, même aller nettoyer mon congèle ou lancer une lessive. Enfin... Voilà, et en fait, c'est vraiment ça, ce sentiment d'autodiscipline, de se dire, en fait, il y a 2 facettes dans l'entrepreneuriat, 3, on en a parlé tout à l'heure. Il y a la visionnaire, la manager et l'exécutante. Quand la manager a dit que le mardi à 14h, on enregistrera un épisode de podcast, et l'exécutante, le mardi à 14h, elle enregistre un épisode de podcast. C'est pas elle, ouais, elle suit les consignes. C'est ça, c'est pas elle qui décide en fait. Parce que si c'est elle qu'on laisse décider, on passe notre journée sur Instagram à scroller, à regarder des reels de chats qui font des, qui font des conneries. Ouais, c'est ça. Exactement. Ou à refaire son tableau Excel de suivi de base de données. C'est ou ça, voilà, ou à dire, tiens, si je refaisais mon logo. Ouais. Riche idée, tiens. Ouais, non, mais on vous voit, on vous connaît, on est passé par là, nous aussi. C'est ça. Et moi, il y a une phrase qui m'accompagne beaucoup dans ces moments-là, c'est la moi du futur me remerciera. C'est une belle phrase. Ouais. La mienne, pour moi, qui suis très attachée à la valeur liberté, c'est qu'en fait, je m'offre la liberté de choisir mon cadre. Donc, en fait, le cadre, je le choisis et je sais que les parents le savent, hein. En fait, c'est dans un cadre qu'on se déploie, un cadre sécurisant qu'on peut se déployer. C'est ça. Donc, pouvons trouver votre phrase qui vous convient le mieux pour intégrer de l'autodiscipline, pour pouvoir, prioriser, aller à l'essentiel, poser vos limites et faire les trucs qui sont pas plaisants sur le moment, mais qui vous servent, qui servent votre vision, qui servent votre entreprise, qui servent la vous du futur. C'est ça. Et je dirais, les 2 derniers points rapidement, c'est, je l'ai déjà évoqué, en fait, bien définir ses temps perso et pro, parce que c'est très important d'être lucide. L'entreprise vient nourrir notre vie. Donc, ma vie est remplie de quoi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui me reste de manière lucide de temps pour travailler? Et encore une fois, cette contrainte temps-là, elle peut être extrêmement bénéfique. Elle peut être, elle peut nous pousser à aller droit à l'essentiel. C'est ça. Et je pense qu'elle fonctionne très bien avec l'autodiscipline. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si on limite notre temps de travail, mais qu'en fait, pendant ce temps de travail, on fait que des activités qui nous détournent des activités importantes, on n'avance pas. Donc, ça va vraiment l'un avec l'autre. C'est je travaille au maximum de mes capacités pendant des durées de temps courtes, fixées, limitées. Parce que, en fait, si je suis très concentrée, je peux pas travailler 12 heures par jour. Si je suis très productive, très efficace, c'est 2, 3, 4, 5 heures en fonction des capacités qu'on a, mais ça va avec l'autodiscipline. Parce que si j'ai 3 heures par jour, mais que c'est 3 heures de scroll sur Instagram, ou c'est 3 heures à refaire un logo qui n'a pas besoin d'être fait tout de suite, on n'avance pas. Ouais.
J'essaie de me contenir, parce que j'aurais encore tellement de trucs à dire, mais Oh, c'est je le te sujet, réinviterai, on refera un épisode. c'est le sujet passion. Mais si je devais conclure sur comment est-ce que je fais pour porter un business durablement, pour porter durablement mon projet, en fait, c'est se considérer comme sa ressource numéro un. Et je pense qu'on l'entend beaucoup et qu'on le lit beaucoup et que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Mais on ne sert personne quand on est épuisé. Il n'y a rien à puiser dans un puits vide. Rien. Donc, il est stratégique également de prévoir des moments pour recharger la batterie de la ressource numéro un. C'est ça. Et puis, en fait, quand on est entrepreneur, enfin, tout entrepreneur qui se respecte prend soin de ses unités de production, Mmh. prend soin de ses investissements et de ses unités de production. Et quand on est solopreneur, notre unité de production, c'est nous. Donc, en fait, c'est notre responsabilité de prendre soin de nous. Ouais. Et on le sait parce que quand je fais des ateliers autour de ces thématiques-là en entreprise ou quoi, hommes ou femmes, alors c'est marrant, j'avais un préjugé, je pensais que c'était plutôt les femmes qui culpabiliseraient de prendre du temps pour elles, mais en fait, c'est très bien réparti. Mmh. Les hommes aussi, quand je leur demande si vous pouviez faire exactement comme vous vouliez aujourd'hui, vous feriez quoi en premier que vous faites pas aujourd'hui? Je prendrais du temps pour moi, j'irai courir, j'irai plutôt marcher, j'irai faire des expos pour m'inspirer. En fait, on le sait, en fait. On sait très bien qu'on est en train de tirer sur la corde. Et ce que tu as très justement dit tout à l'heure, tous tes comportements que tu avais en tant que salarié, en fait, tu les as ramenés dans ton fonctionnement d'entrepreneur. Et il y a plus de garde-fou, en fait. Tu es seul avec toi-même. Donc, C'est en fait, Et c'est ça, et je pense qu'il y a une clé qui est ultra importante quand on veut changer comme ça un comportement. En fait, il y a toujours plusieurs niveaux de changement, et souvent, on est au niveau du changement du comportement. C'est-à-dire que je veux changer quelque chose, je m'intéresse à mes comportements. Alors qu'en fait, un changement durable, un changement profond, c'est un changement d'identité. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, s'il est en mode comportement, si on lui propose une cigarette, il va dire non merci, j'essaye d'arrêter de fumer. Quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer et qui a un changement d'identité, si on lui propose une cigarette, il va dire non merci, je ne fume pas. Entre les deux personnes, celle qui a le plus de chances de ne jamais refumer de sa vie, c'est clairement celui qui a fait un changement d'identité. ouais. Quand on est entrepreneur, c'est la même chose. En fait, il faut qu'on se dise j'ai des changements d'identité à faire, donc je dois identifier quels sont les changements d'identité pour changer mes comportements, et pas le contraire. C'est très, très, très bien dit, Camille. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. C'est très juste. Ouais. Si je suis un chef d'entreprise, quelle décision le chef d'entreprise prendrait, ouais. C'est ça, et c'est vraiment aller construire cette identité de chef d'entreprise Ouais. et prendre nos décisions depuis cette identité-là, cette personnalité-là, cette personne qu'on a envie de devenir, qu'on n'est pas encore tout à fait, mais qu'on va s'entraîner à devenir. Je crois que j'ai apporté toutes mes pistes. Et bah top. Je crois que Dis-moi Marion, si on veut travailler avec toi, si on veut te retrouver, comment on peut faire pour bosser avec toi? Oui. Alors pour me retrouver, je suis sur Instagram marion.arnaud et on peut travailler avec moi quand on est solopreneur, solopreneuse en rejoignant la communauté des BBF, des Best Business Friends. Je partage tout un tas de contenus, dont mes notes vocales dont tu as parlé, pour les solopreneuses, pour plus se sentir seules dans les montagnes russes entrepreneuriales. J'ai mon programme d'accompagnement. Il y a plusieurs lancements par an. En ce moment, il n'y en a pas, mais il y en aura un sûrement à l'automne 2023. De mon accompagnement de 6 mois du mastermind dont tu as parlé. Et entre-temps, je propose aussi de l'accompagnement individuel. Donc vraiment, moi, mon mantra, c'est en faire moins mais mieux, revenir à l'essentiel. Donc c'est comme ça que j'aborde l'entrepreneuriat en démarrage. C'est j'en fais moins, j'en fais mieux et je mets tout ça au service d'une vie dont je suis fière. Ouais, c'est tellement bien dit. Ça donne envie. Génial. Bah, je mettrai tous les liens pour te retrouver en description de l'épisode de podcast. Donc, pour retrouver Marion, foncez écouter son podcast qui est une vraie petite pépite. Et puis, pour sortir de l'isolement des solopreneurs, l'accompagnement business best friend. Best business friend. Le Best business friend. Ah, j'ai inversé les deux B. Merde. Voilà, allez retrouver Marion, n'hésitez pas, elle est hyper cool.
Écoute Marion, je te remercie pour cet épisode riche, intéressant. J'espère que les auditrices et les auditeurs, plus tristes que teurs, parce qu'il y a plus de femmes qui écoutent ces podcasts, en trouveront, que vous repartirez avec des pistes, des choses que vous pourrez explorer, essayer de mettre en place. Je vous remercie pour votre attention, puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Si vous avez tendance à procrastiner, si vous avez du mal à avancer vers l'atteinte des objectifs qui vous tiennent à cœur, si vous ne voyez pas de résultats concrets à la fin de vos journées, alors j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un test pour identifier votre type de procrastination, c'est-à-dire quel est le blocage principal qui vous empêche de passer à l'action vers l'atteinte de vos objectifs, qui vous empêche de créer les résultats que vous avez envie d'atteindre. C'est un test en ligne, en quelques questions on détermine votre profil de procrastination et vous recevez directement dans votre boîte mail un résultat personnalisé avec un plan sur mesure pour botter les fesses de votre procrastination. Pour passer le test, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr. Le lien est bien sûr en description de cet épisode de podcast. Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!